Et puis peut-être que l'arrivée de ruptures technologiques comme l'ordinateur quantique pourrait aussi venir changer la donne. C'est le thème de cette dernière table ronde, quatrième table ronde. Nous allons donc nous intéresser au calcul quantique. Et pour en discuter, j'appelle Alain Aspect, Daniel Estève, Serge Haroche et Yordanis Kerenidis. Merci de les accueillir. Je vous en prie, prenez place. Alors, Daniel Estève est directeur de recherche au CEA et responsable du groupe Quantronic dans le service de physique de l'état condensé au CEA Saclay. Yordanis Kerenidis, directeur de recherche CNRS, directeur du Paris Center for Quantum Computing. Alain Aspect, professeur à l'Institut d'optique et à l'École polytechnique, et Serge Haroche, professeur émérite au Collège de France, la chaire physique quantique et prix Nobel de physique 2012. Merci à tous les quatre. Joli plateau pour parler de ce sujet de la révolution quantique et de cet ordinateur quantique qui en fait rêver plus d'un et qui en laisse aussi beaucoup assez perplexes. Serge Haroche, pourquoi on parle déjà de seconde révolution quantique aujourd'hui ? Alors, il faut appuyer sur le bouton vert. Quand c'est rouge, c'est que vous pouvez parler. D'accord. On parle de seconde révolution quantique parce que la physique quantique est vieille d'un siècle et que les connaissances qu'elle nous a apportées sur le monde microscopique ont permis une première révolution qui a été la révolution du XXe siècle, le fait que tous les appareils qu'on utilise maintenant dans notre vie quotidienne, comme le laser, les ordinateurs dont on a parlé, les ordinateurs classiques, le GPS, les téléphones cellulaires, etc., sont basés sur la compréhension du monde quantique, comment se comportent les électrons dans les semi-conducteurs, dans les supraconducteurs, dans les métaux ordinaires. C'est une chose que la physique quantique nous a apprise. Donc la première révolution quantique, c'est la révolution technologique du XXe siècle. Et ce qu'on espère maintenant, c'est qu'en utilisant les propriétés de la logique quantique, le fait que la logique quantique obéit à des principes au niveau microscopique qui sont inhabituels, qui sont contre-intuitifs, on pourra utiliser directement cette logique dans des dispositifs nouveaux. Jusqu'à présent, on a utilisé ce qu'on pourrait appeler le quantique voilé, c'est-à-dire les propriétés quantiques, mais qui se manifestent au niveau macroscopique de façon classique, si j'ose dire, et qui ne font pas intervenir directement l'aspect contre-intuitif, l'aspect bizarre, entre guillemets, de la physique quantique. Il marcherait comment cet ordinateur quantique s'il voit le jour voilà, dans un futur plus ou moins proche? Je ne sais pas qui veut prendre la parole. Alain Aspect? Oui, le problème c'est que sous le mot ordinateur quantique, on désigne des choses très différentes. Il y a l'ordinateur quantique universel, qui serait fait d'un très grand nombre de portes quantiques intriquées. Alors on pourra donner une vague idée de ce que c'est tout à l'heure. Ça, c'est un mythe. Si ça existait, ce serait fantastique, mais il y a un gros mais. On ne sait pas si on pourra un jour arriver à construire un ordinateur quantique universel. J'ai l'habitude de résumer la façon dont je sens les choses en disant que je me sens vis-à-vis de l'ordinateur quantique universel comme je me sentais il y a 30 ans vis-à-vis de la détection des ondes gravitationnelles. Aucune loi physique fondamentale ne l'interdit, mais le gap technologique à franchir pour y arriver est immense. Alors, vous voyez, en disant 30 ans, je ne me mouille pas trop, mais je pense qu'on est vraiment du même ordre de grandeur. C'est-à-dire, si on y arrive un jour, il faudra vraiment des percées technologiques ahurissantes dont on n'a même pas l'idée. Mais pour les ondes gravitationnelles, on y est arrivé, donc c'est plutôt un message d'espoir. C'est pas pour tout de suite, mais on y arrivera. C'est un message d'espoir, sauf que quand tout chercheur sait bien que planifier au-delà de 2 ans, c'est quasiment impossible. Donc savoir ce qu'on va réussir à faire en 30 ans, c'est des vœux pieux. Mais je suis sérieux, je me sens dans cette position-là. Alors après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les simulateurs quantiques. Alors les simulateurs quantiques, c'est l'idée d'origine de Feynman, qui, en 1982, s'aperçoit par un petit calcul élémentaire que si on voulait
décrire un certain nombre de particules intriquées. Alors l'intrication, c'est ce qu'a dit Serge, c'est ce qu'on ne prenait pas bien en compte dans la première révolution quantique et que l'on prend totalement en compte, que l'on devrait prendre totalement en compte dans la deuxième révolution quantique. Et si au lieu d'essayer d'intriquer 2, 3, 4, 10, 20 objets comme nos collègues à Innsbruck, on doit considérer des milliards d'objets intriqués, par exemple les électrons dans un morceau de matière, aucun ordinateur, aussi grand soit-il et quels que soient les efforts de Genzi, ne sera jamais capable de décrire la fonction d'onde de ce système. Donc on n'y arrivera pas avec les méthodes traditionnelles de calcul. Et à partir de là, Feynman nous dit, eh bien, il y a une façon de faire le calcul, c'est de demander à la nature de le faire pour nous. Alors je donne l'exemple de ce que nous faisons avec des atomes ultra-froids. Nous remplaçons les électrons par des atomes ultra-froids. Nous remplaçons les potentiels dans lesquels sont placés ces atomes ultra-froids par des potentiels lumineux que l'on synthétise à l'aide d'ondes de laser. Et le gros avantage de faire cette substitution, c'est qu'on peut changer les paramètres, alors que dans un morceau de cuivre, grosso modo, le nombre d'électrons par centimètre cube, il est assez fixé. Il n'y a pas beaucoup de paramètres. Nous, on peut changer les paramètres, on peut les observer, on a des méthodes d'observation des atomes. On peut donc faire finalement des expériences avec ces simulateurs quantiques. Ça, franchement, ça marche. Jusqu'à présent, on n'a pas fait de découverte faramineuse, c'est-à-dire on n'a pas encore observé de propriétés que l'on ignorait jusque-là, mais on est à la limite où on commence à être capable d'observer les propriétés que l'on sait à peine calculer. Donc cette frontière-là, elle est pas très loin. Et enfin, je ne vais pas monopoliser la parole, mais il y a une troisième rubrique qu'il ne faut absolument pas oublier, c'est la métrologie quantique. La métrologie quantique, ça consiste à s'intéresser à la limite des mesures que l'on croyait limitées par des choses que l'on évoquait quantiques. Par exemple, on appelle le bruit quantique fondamental le fait que quand on a un certain nombre de photons, eh bien, on a une fluctuation en racine du nombre de photons. On a appris, dans la deuxième révolution quantique, à contrôler ce bruit-là et même à le limiter, c'est-à-dire en principe, on peut améliorer les mesures et c'est encore une branche différente. Donc quand on parle d'information quantique, de calcul quantique, d'ordinateur quantique, c'est pas mal de commencer par préciser les choses. Mais si je comprends bien, c'est sur l'ordinateur qu'on est le moins avancé, finalement, des trois branches que vous venez de... Ah oui, incontestablement. Daniel Estève, est-ce que vous voulez compléter cette réponse et puis peut-être nous donner aussi, parce que c'est tellement, j'allais dire fumeux, c'est peut-être un peu trop péjoratif, mais c'est tellement encore pas sûr, pas clair, hypothétique, qu'il y a beaucoup de sentiments. Alors vous, votre sentiment, est-ce que c'est, si on y arrive, c'est pour 30 ans, vous avez aussi l'impression qu'on est à 30 ans des ondes gravitationnelles, là? Bon, disons, c'est un sujet d'avenir qui pourrait le rester pour longtemps encore. Ça, c'est une prédiction qui pourrait être exacte. J'aurais une autre comparaison que celle d'Alain. Il a dit qu'effectivement, les lois de la physique, rien n'interdit dans les lois de la physique de fabriquer un ordinateur quantique, et plutôt que de penser aux ondes gravitationnelles, je penserais, revenons il y a 150 ans plus tôt, est-ce que le plus lourd que l'air, est-ce qu'il était raisonnable de penser qu'un appareil plus lourd que l'air pourrait voler? Rien ne l'interdisait vraiment, mais pour autant, le bon sens vous disait que c'était quand même une idée stupide. Donc je verrais un petit peu les choses un peu plus comme ça, mais s'il faut faire un petit peu un état de l'art du sujet, d'une façon la plus honnête possible, on n'est pas très très loin. Alors d'abord, il y a... On n'est pas très très loin du début ou d'y arriver? Disons, c'est... On n'est pas très très loin. Il y a une blague dans le domaine, c'est où on demande, un manager demande à un chercheur, alors où en sont vos recherches sur l'ordinateur quantique, et il commence par répondre super, parce qu'il faut toujours répondre super quand on vous dit où vous en êtes de vos recherches. Et puis quand même, comme c'est un chercheur honnête, il ajoute oui, enfin, c'est un peu dans une superposition d'états, de machines terminées et de projets même pas commencés. D'accord, ok. Voilà, donc, vous éclaircissez pas tellement mon horizon avec Formule. Si on veut parler d'état de l'art, donc Alain a bien évoqué les différents types de plateformes, soit des objets microscopiques qui sont très quantiques à la base, voilà, avec lesquels on va pouvoir faire des simulateurs, mais il y a aussi, quand on pense calculateur, on pense quand même les circuits de la microélectronique, et on peut se demander où en sont les circuits électriques. Alors les circuits électriques, d'abord, il y a eu en quelque sorte un petit peu un miracle qu'une machine, disons, la mécanique quantique a été créée pour expliquer
le comportement des atomes en interaction avec la lumière, un problème vraiment très fondamental. Mais ce qui est sorti de ça, les théoriciens ont accouché d'une théorie absolument universelle, c'est-à-dire tous les degrés de liberté sont potentiellement quantiques. Ça ne se voit pas à notre échelle, il faut se donner un petit peu de mal, mais les courants électriques dans un circuit peuvent être quantiques, c'est-à-dire qu'on peut préparer un état de ce circuit où le courant tourne dans un sens, et aussi le courant tourne dans l'autre sens, on peut les superposer. Ça n'est pas interdit, c'est simplement difficile. Et le grand choc qui a eu lieu dans les années 1980, juste après que Alain ait mis le doigt sur le concept d'intrication, 2 ans plus tard, et ce n'est pas une coïncidence, les gens ont compris, des mathématiciens ont compris que ce phénomène d'intrication était une ressource pour faire des machines quantiques qui seraient capables de réaliser des fonctions hors de portée des machines classiques. C'est ça l'ordinateur quantique. Alors, l'état de l'art, c'est très difficile parce qu'une machine quantique, si on superpose des états où les courants se promènent en sens opposé, c'est quand même très fragile. On sent bien que ce qu'on appelle la décohérence va de façon instantanée ou quasi instantanée s'il y a une interaction avec le reste du système, faire que le courant ira dans un sens et plus dans l'autre et deviendra classique. Donc ça, c'est le problème un petit peu de la correction d'erreur. Si on fait évoluer un registre quantique, il faut arriver à le maintenir cohérent. Et la correction d'erreur, ça apparaît actuellement comme un obstacle majeur au milieu de la route qu'on ne sait pas vraiment contourner. Alors la bonne nouvelle, c'est que même si on n'arrive pas à faire cette correction d'erreur quantique, avec des petites machines quantiques, on peut peut-être déjà faire des choses intéressantes. Là, les derniers résultats, c'est dans le domaine de la chimie quantique. Ils ont pour parler, si vous voulez un peu résoudre le problème d'une molécule, il s'agit de mettre des électrons sur des orbitales autour des noyaux. C'est un problème de combinatoire de particules quantiques, un combinatoire fermionique. Et il se trouve que pour résoudre des problèmes de combinatoire, simplement de combinatoire quantique de particules fermioniques, l'ordinateur quantique est assez bien adapté. Donc peut-être qu'on verra un peu de la synthèse de molécules avec des ordinateurs quantiques, mais il en faudrait quand même beaucoup plus que ce qu'on sait faire aujourd'hui. Serge Haroche, vous vouliez réagir, puis après on écoutera Iordanis Kerenidis. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je crois qu'un des problèmes, une des contradictions de l'ordinateur quantique, c'est vraiment la relation entre la première et la seconde révolution. Je vous ai dit que dans la première révolution quantique, les machines qu'on a pu construire étaient classiques dans leur comportement et tous les aspects quantiques étranges disparaissent à l'échelle macroscopique à cause du phénomène de décohérence. Quand un système est couplé à un environnement, les cohérences quantiques disparaissent très vite. Or, dans l'ordinateur quantique, on a besoin de ces cohérences et on a besoin quand même que le système soit couplé au monde extérieur puisqu'on veut rentrer les données et les extraire. Donc, il faut protéger quelque chose qui intrinsèquement doit être couplé à l'extérieur. Et pour ça, on a essayé de développer des codes correcteurs d'erreurs. Il y a eu d'immenses progrès qui ont été faits au cours des 20 dernières années pour imaginer des codes qui permettraient de le faire, mais la correction d'erreurs quantique est beaucoup plus compliquée que la correction d'erreurs dans les ordinateurs classiques. Classiquement, il suffit de faire de la redondance, de stocker un qubit sur un ensemble de qubits et par exemple de prendre une décision majoritaire. Mais ça ne marche pas sous une forme aussi simple dans le cadre de l'ordinateur quantique. Il faut ce qu'on appelle un overhead, il faut coder un qubit logique dans un très grand nombre de qubits quantiques intriqués et ça fait exploser la taille de la machine. Je voudrais prendre un autre exemple. On a parlé des ondes gravitationnelles qui ont été découvertes après un effort de 30 ans. Et c'est vrai que c'est un des succès extraordinaires de la recherche. Il y a un autre exemple d'un programme qui est poursuivi d'encore plus longtemps, c'est la fusion contrôlée. Et on peut en dire un peu la même chose que dans l'ordinateur quantique. Est-ce que ça va marcher ou non? Et je pense que si la fusion contrôlée marchait, ça aurait des conséquences au moins aussi grandes, sinon plus, que l'ordinateur quantique. Donc il y a des grands projets qui fonctionnent sur une très grande échelle de temps, qui se poursuivent et qui ne vont pas forcément aboutir. Mais en progressant dans cette direction, on fait des tas de progrès extrêmement importants. Je voudrais terminer à nouveau sur la détection des ondes gravitationnelles.
l'ordinateur quantique, en tout cas les technologies quantiques, vont jouer un rôle. L'étape suivante de ces antennes gravitationnelles, ça va être de remplacer les faisceaux laser classiques qui circulent dans les bras de l'interféromètre par des circuits utilisant de la lumière quantique, c'est-à-dire des états de lumière dites comprimés, qui sont des états que la métrologie quantique décrit et essaye d'exploiter. De la même façon, les horloges atomiques actuelles, qui ont une précision fantastique, vont voir leur précision encore améliorée quand on va utiliser des états quantiques et faire de la métrologie quantique sur ces horloges. Donc, finalement, tout ce qu'on fait en recherche actuellement ne va peut-être pas conduire à l'ordinateur quantique dont on rêve, mais va avoir des conséquences extrêmement importantes et intéressantes dans des domaines qu'on ne soupçonnait pas au départ. Donc c'est pas inutile, c'est pas parce qu'on n'est pas sûr d'aller au bout, on sait qu'en chemin on trouvera forcément des choses intéressantes. La recherche fondamentale est jamais inutile, parce qu'elle crée des connaissances qui vont être exploitées ensuite. C'est bon à rappeler. Yordanis Kerenidis, on ne vous a pas encore entendu. Votre avis à vous, êtes-vous plutôt... Je pense que je suis le plus optimiste dans les panels. Ce n'est pas une question de 20 ans ou 30 ans, mais... C'est peut-être parce que je suis informaticien, donc ce n'est pas moi qui va construire les ordinateurs. Ah oui. Vous êtes pressé de l'utiliser, quoi. Plutôt, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Mais quand même, quelle chance on a de rêver même qu'on peut réunir ces deux avancées énormes du XXe siècle, la mécanique quantique et les technologies d'information et communication. Moi, je les crois. Je crois qu'on va arriver. Si ce n'est pas un ordinateur quantique universel, ça serait d'autres choses. On ne connaît pas des applications de technologies quantiques, et tant mieux, parce que si on parle d'une technologie de rupture, ce n'est pas une technologie qu'on connaît déjà, qu'est-ce qu'on va faire avec? Donc je pense qu'il faut la peine de continuer de travailler sur cela. Et aussi, ce n'est pas juste l'ordinateur quantique qui peut avoir des applications importantes au monde, c'est aussi les communications quantiques. Et une chose qui est assez intéressante sur le quantique, c'est que la communication et faire des réseaux de communication quantique, c'est plus facile que faire des ordinateurs quantiques. Donc, on va avoir peut-être un Internet quantique avant qu'on ait un ordinateur quantique. Alors, qu'est-ce qu'on ferait avec un Internet quantique? Qu'est-ce que ça change concrètement quand on se connecte sur Internet? Ça change beaucoup de choses sur l'aspect de sécurité. Ouais. Et aussi, juste avoir la possibilité d'envoyer des systèmes quantiques, des photos entre... Nous, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on va faire, mais on va commencer à jouer le moment où c'est là, et c'est plutôt comme ça pour toutes les choses qui ont révolutionné notre monde. On ne savait pas qu'est-ce qu'on va faire avec. On ne savait pas que les lasers, on va utiliser un peu partout. Ça deviendra rigoureusement indispensable, mais on ne sait pas encore à quoi ça nous servira. Alain Aspect. Oui, alors, si on a cru que j'étais pessimiste, c'est qu'on m'a mal écouté. Quelqu'un a relevé quand même les ondes gravitationnelles, finalement, on les a observées. Oui. Moi, mon pronostic, ou optimiste, ou mon pari optimiste, c'est qu'on aura, dans un délai raisonnable, des petits processeurs quantiques dédiés, qui, localement, arriveront à réaliser de façon très efficace des opérations qui seraient extrêmement difficiles avec les processeurs classiques, mais qui seront embedded, je ne sais pas comment dire, à l'intérieur d'un gros système. Je voudrais juste donner un exemple de ce qu'est un processeur quantique. Ça va vous sembler stupide, mais je crois que ce n'est pas stupide du tout. On sait que quand on veut faire des nombres aléatoires, en fait, c'est extrêmement difficile. Vous cherchez sur Wikipédia nombre, random number, true random number, etc. Le vrai aléatoire, on ne sait pas ce que c'est. Eh bien, il y a un système qui est absolument aléatoire, ou alors c'est que la mécanique quantique est fausse, donc c'est quand même une alternative un peu sérieuse. Vous envoyez un photon unique sur une lame semi-réfléchissante. Il va soit être transmis, soit être réfléchi, et personne ne peut prévoir s'il va être transmis ou réfléchi. C'est ça la définition de l'aléatoire, c'est que personne ne peut prévoir ce qui va se passer. Eh bien, vous pouvez aujourd'hui acheter des petits générateurs de nombres aléatoires qui reposent sur ce principe, et dont on a toute raison de penser que c'est un authentique aléatoire. Donc, si on se met à intriquer quelques qubits, il est bien possible qu'on arrive à faire des opérations locales qui auront une efficacité remarquable. Voilà mon point de vue optimiste. Allez, un dernier tour de table, et puis il faudra déjà que l'on se quitte. Admettons, allons à l'étape d'après, admettons qu'on y arrive à construire, alors peut-être dans 30 ans, peut-être dans 40 ans, mais qu'on arrive à faire un ordinateur quantique.
Alors vous nous avez dit pour l'Internet quantique, on ne sait pas trop ce qu'on en fera. Est-ce que cet ordinateur, on a une idée de la puissance de calcul qu'il va pouvoir nous fournir? Est-ce qu'il va révolutionner, si le GENSI, dans 40 ans, acquiert un ordinateur quantique, est-ce qu'il va offrir une puissance de calcul phénoménale à ces chercheurs? Qui veut répondre? Qu'est-ce qu'on fera de cet ordinateur quantique une fois qu'on l'aura construit? Moi, je veux bien dire quelque chose, mais Jordanis sera peut-être plus qualifié. On va commencer par la réponse de l'amateur. Donc en fait, il y a un petit problème avec les algorithmes quantiques, c'est que ça commence toujours par utiliser le parallélisme massif de la physique quantique. C'est-à-dire, si vous appliquez une opération à une donnée de base de votre registre, et si vous appliquez une opération à une superposition des données de base de votre registre, vous avez la superposition des résultats. Ça, c'est du parallélisme massif superbe. En fait, ce parallélisme massif, il est strictement inutile parce que quand vous lisez un résultat, vous n'en aurez qu'un seul à la fin, et il ne saura même pas d'où il vient. Donc, les algorithmes quantiques qui utilisent la physique quantique vraiment à la base, en fait, sont quand même très compliqués à construire parce qu'il faut qu'à la fin, on extrait un résultat qui résolve le problème que vous vous posiez. Oui. Donc, dit comme ça, ça paraît très bête, mais c'est extrêmement difficile, en fait, de trouver de très bons algorithmes qui résolvent autre chose que toujours le même problème et ces petites variantes. D'accord. Donc, peut-être que Jordanis... Donc là, on aurait un ordinateur qui ne pourrait faire qu'une seule... Disons, le nombre de tâches où l'ordinateur quantique apporte vraiment quelque chose n'est peut-être pas... Disons, l'ordinateur quantique universel n'est pas universel pour toutes les tâches un petit peu auxquelles, par exemple, je doute que... Là, je ne suis pas sûr de l'acheter avec cette première version, surtout qu'il risque de ne pas être donné. Est-ce qu'on peut me dire ce qu'on ferait un peu plus qu'une tâche. Donc, c'est vrai qu'un ordinateur quantique, ce n'est pas un ordinateur qui est plus puissant qu'un supercalculateur. Ce n'est pas qu'on peut faire tout. Ah oui. Avec une vitesse supérieure par rapport à un ordinateur classique. Il y a des problèmes qu'on peut résoudre plus efficacement, les problèmes qu'on ne peut même pas résoudre avec un ordinateur classique, mais pas tout. On connaît des exemples, il y a beaucoup d'exemples pour cette audience sur l'apprentissage de machines, sur l'optimisation de bases de données. Il y a des problèmes aussi plus appliqués comme des systèmes de recommandation Facebook ou Amazon ou Netflix qu'on peut résoudre exponentiellement plus efficacement avec un ordinateur quantique. Mais encore une fois, je pense que les applications les plus importantes d'un ordinateur quantique sont à venir et à inventer. Alain Aspect, un mot de conclusion? Oui, sur cette question de si on avait un ordinateur quantique, qu'est-ce qu'on en ferait? Je trouve qu'il y a une démarche actuelle d'un certain nombre d'acteurs, en particulier Atos, puisqu'il est là, qu'il est sponsor, on peut le citer, puisqu'il est sponsor platine, etc. Il fera plaisir, oui, bien sûr, allez-y. L'idée de base, c'est de dire, écoutez, avec nos supercalculateurs bulles, on est capable de simuler 40 bits 40 bits quantiques intriqués entre eux. Messieurs les informaticiens quantiques, qu'est-ce que vous pouvez faire avec 40 bits quantiques intriqués? Pour l'instant, on n'a pas vraiment la réponse, parce que, comme l'a dit Daniel, le nombre de problèmes où l'ordinateur quantique, si on en avait un, serait supérieur, est extrêmement limité. Bon. Mais je pense que le fait qu'il n'y a pas qu'Atos qui fait ça, mais enfin, il fait partie des quelques acteurs qui offrent cette possibilité. Je crois que c'est extrêmement important, parce que finalement, on met les gens comme Yanis au pied du mur, on leur dit, ben, si vous avez un ordinateur quantique, qu'est-ce que vous faites avec? Allez, le mot de la fin, Serge Haroche. Le mot de la fin, c'est que c'est très difficile de prévoir ce qui va se passer. Je vous donne un exemple. Si vous allez sur l'Internet, vous pouvez trouver des cartes postales, des reproductions de cartes postales qui ont été imprimées en l'année 1900. On se demandait comment serait le monde en l'an 2000. Eh bien, on a essayé d'extrapoler ce que les gens savaient en l'an 1900 et les prévisions sont absolument ridicules. Aucune des grandes découvertes du XXe siècle n'était comprise sur ces cartes postales. On imaginait une extension, par exemple, le plus lourd que l'air était à peine évoqué, c'était des transports par ballon de personnes individuelles, c'était une extension du téléphone, c'était un mélange hybride de bateaux et de trains. C'était finalement
la physique de la fin du 19e siècle. Alors maintenant, effectivement, on a quand même un peu plus de base pour ça, puisqu'on pense qu'on a la théorie, on pense que la physique quantique est solide et valable, mais néanmoins, c'est très difficile de prévoir quelles vont être les applications pratiques, parce que même les plus grands physiciens du XXe siècle, qui ont fait les découvertes fondamentales, n'avaient aucune idée de la façon dont elles allaient être appliquées. Je suis sûr que Einstein n'avait pas imaginé, bien qu'il ait compris les processus d'émission stimulée, n'avait pas imaginé tout ce qu'on ferait avec des lasers, que les gens qui ont découvert la résonance magnétique nucléaire n'avaient pas idée qu'on ferait de l'imagerie médicale avec. Donc ce qu'on fait maintenant avec la logique quantique, ça va peut-être servir un jour, mais c'est très difficile, voire impossible de le prévoir. Et je pense que les surprises seront sans doute plus grandes que les extrapolations qu'on fait maintenant sur le fait que l'ordinateur quantique permettra de factoriser des grands nombres. C'est assez banal, ça, finalement, comme application. Et je pense que ça n'a pris que parce que toutes les cartes de crédit sont basées là-dessus. Et donc, économiquement, ça a vraiment impressionné les gens qu'on pourrait un jour arriver à décoder tout ça avec un ordinateur quantique, mais je pense que c'est assez pauvre comme imagination et les choses qui se passeront sont certainement beaucoup plus intéressantes que ce à quoi on peut penser aujourd'hui. Mais c'est comme ça qu'il est passé avec des ordinateurs classiques. Quand IBM a fait le premier ordinateur, ils ont dit peut-être on a besoin de 5 au monde entier. Oui, ils pensaient qu'on aurait besoin de 5 ordinateurs pour le monde entier. On en est un petit peu effectivement au-dessus aujourd'hui. C'est dur de prévoir le futur. Merci en tout cas de vous être prêté à l'exercice. Merci à vous.